AJL Enregistrement Sonore présente Voilà la voix, une émission présentée par Alexis. Voilà la voix, la chaîne d'interview des comédiens voix. Ce printemps, la Turquie est à vous avec Pegasus Airlines. Découvrez la magie d'Istanbul. Survolez Uludeniz en parapente. Visitez la cité antique d'Éphèse à Izmir. Pegasus Airlines, 36 destinations pour la Turquie, au départ de Paris, Lyon et Marseille. Réservez dès maintenant sur flypgs.com ou sur l'appli Pegasus Airlines. À partir de 79,99€ TTC, l'aller simple. Offre soumise à condition. Emmanuel Ungaro Cosmic, le nouveau parfum pour femmes. Emmanuel Ungaro Cosmic, the new fragrance for women. Bonjour à tous et bienvenue dans Voilà la voix, l'épisode 14. Et aujourd'hui, c'est Léonore Boissière, c'est la 14e invitée de cette saison 1. Je suis très fier de l'accueillir. Après une carrière en communication et infographie, elle se réinvente à 40 ans et devient comédienne voix off, en explorant désormais tous les formats, livre audio, pub, fiction, narration, institutionnelle. Aujourd'hui, elle nous parle de ses déclics, de ses rencontres déterminantes, de ses défis et de sa vision du futur. Salut Léonore, comment vas-tu ? Salut Alexis, ça va très bien, merci. Je suis ravie d'être dans ton émission. Bravo pour tout ce que tu fais. Et je suis ravie et fière d'être la 14e personne pour clôturer l'année. Eh bah super, merci à toi. Eh bah écoute, ça va être un peu le rituel de cette émission. Est-ce que tu peux déjà te présenter, hormis voilà la présentation moi que je t'ai faite, mais est-ce que tu peux détailler un petit peu plus et de me dire quand est-ce que tu as appris ce qu'était une voix off? Ah, eh bien donc je m'appelle Léonore Boissière, j'ai 44 ans. J'ai travaillé pendant très longtemps à mon compte en communication infographie. Et effectivement, en 2021, j'ai eu un déclic de changement de vie et je me suis formée à la voix off après avoir fait pas mal de théâtre. Et aujourd'hui, je travaille à mon compte et comme tu disais, j'oscille entre le home studio et les studios, même si j'adore être en studio avec une équipe, un DA. Voilà, et donc je prends beaucoup de plaisir à ce changement de vie et je suis ravie d'en parler aujourd'hui. Tu préfères le Et alors? studio? J'aime tout, en fait. C'est vrai que le home studio, il a l'avantage de pouvoir me permettre une vie où Plus je choisis mes flexible. horaires, plus Hmm. flexible, et ça, c'est pratique. Néanmoins, j'aime beaucoup aussi être dirigée Ouais. derrière le micro. Je trouve que à l'aide d'expérience, on donne vraiment le meilleur quand on se concentre uniquement sur son jeu et voilà, ce pourquoi on est fait. Et puis, l'énergie d'une équipe où tout le monde a envie d'aboutir au même résultat, moi, ça me passionne. Effectivement, quand on envoie ses pistes, etc., on se sent peut-être un peu plus isolé dans son travail. Et voilà, l'énergie du studio, je trouve que c'est vraiment ce qui permet d'être le plus efficace ouais, c'est là où je pense que j'ai le mieux travaillé. C'était quand j'étais en studio dirigé. Et donc, pour répondre à ta question, quand est-ce que j'ai su ce que c'était qu'une voix Oui. off? Je pense que je l'ai toujours su. Sans savoir que c'était un métier. Je pensais que c'était voilà, que c'était peut-être des comédiens à qui on demandait de faire ça en plus, etc. Mais je n'imaginais pas, à la petite place où j'étais, qu'un jour je pourrais moi me retrouver derrière le micro. Donc je pense que j'ai compris ça ouais, en 2020, quelque chose comme ça, 2019. Voilà, dans ces années-là. Ok, et à quel moment tu as senti toi que c'était ton tournant, où tu t'es dit ça y est, je suis voix off, c'est sûr? Euh, alors, quand est-ce que j'ai décidé de me former? C'est ça ta question? Ou Non, est-ce bah ou alors, pendant ouais, mes... alors tu peux parler de ça et après de parler de, voilà, quand est-ce que tu t'es dit, ça y est, je suis voix off, c'est sûr, Ouais. maintenant je suis légitime, quoi. Ouais. En fait, quand j'ai commencé les formations, les premiers échanges que j'ai eus avec les formateurs, qui étaient excellents, je me suis dit, waouh, j'ai vu le champ des possibles s'ouvrir. Je me suis dit, mais je suis tellement loin, je suis tellement loin. Je pensais que, comme beaucoup, que c'est un métier, oh, bah, avec un peu de technique, on va y arriver, pour peu qu'on aime parler, pour peu qu'on ait fait un peu de théâtre. Je me suis dit, bon, bah, en quelques formations, ça sera fait. Et je me suis rendu compte que plus j'ouvrais les portes, plus j'étais loin de mon objectif. Et je me suis dit, mais je vais jamais aller au bout. Et en fait, on m'a souvent répété en formation que on nous apprenait des choses, mais qu'à un moment, il fallait que le cerveau
et les fasse capter. siennes et voilà, que vraiment ça devienne naturel. Et je pense que ça, c'est l'entraînement. Et donc, en fait, plus je me suis entraînée chez moi, énormément entre chaque formation, il y a un moment où c'est devenu naturel. Et quand j'entendais, mon oreille s'est faite quand j'entendais dans les médias les voix, je me disais, mais c'est nul, alors qu'avant, j'avais l'oreille un peu moins affûtée. Et je pense que ça a été petit à petit. Et puis un jour, en formation, j'ai réalisé que je ne réfléchissais plus intellectuellement à ce que je faisais, que je le vivais en fait. Et ça s'est fait comme ça. Ça a été progressif, mais et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment moi maintenant. J'ai compris sans l'intellectualiser. Et ça a été long quand même, hein. Il faut quand même du temps. Il faut des formations et puis je sais pas. Il y a un regard qui se pose sur nous qui est un peu différent. Où là, on sent qu'on nous regarde avec. Oui, je sais à quel moment. C'est quand mes professeurs plutôt que de me regarder comme une élève avec un air un petit peu de sachant finalement, parce qu'ils me transmettaient des choses, eh bien, ils se sont mis à me regarder comme une collègue. Et ça, c'est subtil, hein, mais ils ont commencé à partager avec moi des expériences professionnelles, etc., d'égal à égal. Et quand le regard a changé, je pense que moi, j'ai trouvé ma légitimité. Je me suis dit, bah, en fait, j'ai pas à rougir, maintenant, j'ai ma place. Voilà. Ok, t'as fait la formation Lorenzo Poncino? Non, Non? j'ai commencé par l'école de la voix avec Nathalie Cazot. J'ai Ouais. fait quelques coachings personnels avec elle. Après, j'ai fait deux formations. J'ai aussi été avec Laurent Pasquier en individuel et en formation. J'ai eu des super profs. J'ai eu Élise Gamet, j'ai eu donc Laurent Pasquier, Nathalie Cazot. J'ai eu Benoît Riot, le chanteur, qui est un DA qui nous a vachement bien formés. Bertrand Cordonnier. Enfin, vraiment. Claire Mézeret pour le livre audio, absolument génial aussi. Donc j'ai été hyper bien formée, mais j'ai surtout laissé beaucoup de temps entre les formations pour vraiment travailler individuellement, enfin toute seule en fait, parce que c'est comme ça que ça marche. Et puis j'ai clôturé ma formation, même si on n'a jamais fini d'apprendre, au studio Pilon Anatole à Lyon, les escalbutionnaires en fait. Et en Ouais. fait, là, j'ai eu encore d'autres formateurs. J'avais adoré le Vox Populi, mais je trouve que c'est sympa aussi de changer. On a un peu une autre façon de faire. Et voilà, et ça, j'ai adoré avec Dani Benedito et Pascal Jiménez, absolument super. Donc voilà, c'était la dernière formation en date. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent, mais Et en c'est combien pas de encore temps, fait. en gros, tu as été formé? Euh, Combien de temps voilà, d'investissement? Et après, combien de temps tu as été sur l'entraînement? Ouais, j'ai 3 ans de formation. En gros, tous les 8 mois, je revenais en formation. Et entre-temps, je travaillais énormément. Et plus j'avançais, plus je passais des castings, etc. Et donc, je m'entraînais avec des choses plus réelles entre les formations. Mais à chaque fois, la formation faisait une avancée incroyable, en fait. Donc, mais si j'avais fait des formations trop rapprochées, je pense que ça ne serait pas bien passé. Le fait de faire une formation, de prendre le temps de travailler tout seul, de refaire une formation, effectivement, c'est comme ça qu'on progresse assez vite, je trouve. Donc il m'a fallu 3 ans, ouais, pour être légitime. Alors, tu as créé ton entreprise en infographie en Oui, 2006, puis tu l'as ouais, quittée. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à te ouais. réinventer à 40 ans, comme tu me l'avais écrit dans le mail? Bah, en fait, je pense qu'il y a des stades professionnels où on a besoin de se former. Et typiquement, en infographie, c'est quand même un secteur qui évolue beaucoup. Il y a la nouvelle génération d'infographistes qui sortaient d'écoles, qui commençaient à connaître des techniques que moi j'avais apprises de loin, mais bon, j'avais vraiment besoin de me reformer pour être toujours compétitive. Et donc, la question de la formation s'est posée à ce moment-là. Et bon, pour la petite story, j'avais perdu ma voix complètement quand mes enfants étaient tout petits. Je me suis retrouvée à faune du jour au lendemain. Et donc, je me Hmm. suis fait rééduquer par une orthophoniste spécialiste de la voix. Et j'étais sa dernière patiente. Elle était toute âgée et trop mignonne. Et elle m'a dit, on va vous éviter l'opération, je vais vous sortir de là. Et donc, pendant 6 mois, elle m'a fait bosser toutes les semaines. Et petit à petit, j'ai retrouvé ma voix. Et là, elle m'a fait découvrir les mystères de la voix et j'ai adoré ça. Mais en fait, je suis sortie de cette rééducation. Je me suis dit, bon, bah super, j'ai retrouvé ma voix. Mais je me suis pas dit, je vais en faire un métier, j'y connaissais rien. Donc, je suis repartie à ma petite vie d'infographiste qui me convenait très bien. Et en fait, au moment où j'ai voulu me reformer en infographie, on a eu une soirée où on a commencé à se dire que si je devais mourir demain, qu'est-ce que je regretterais? Et je me suis entendu dire, j'aurais adoré travailler avec ma voix, j'aurais adoré doubler des films, j'aurais adoré faire ce métier.
On sort de ce dîner et là, on me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu nous en as jamais parlé? D'où ça vient? Et en fait, du coup, j'ai commencé à faire mon introspection. Je me suis renseignée et j'ai découvert effectivement tous ces métiers-là. J'ai rencontré un comédien de doublage, Serge Fallu, qui m'a parlé de son métier. Ça m'a passionné. Et donc voilà, c'est là où j'ai rencontré à l'école de la voix Nathalie Cazot et de fil en aiguille, je me suis dit, mais en fait, je vais pas me former à des métiers de l'infographie, je vais me former à toute autre chose. Donc c'est parti comme ça. Et en quoi ton ancien métier t'aide aujourd'hui dans ta nouvelle vie de comédienne vo? Énormément, énormément, parce que bah, dans mon métier, en fait, c'est très similaire. On a un client qui arrive avec un brief, avec un besoin de communiquer quelque chose, des valeurs, même une histoire. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Et donc, il faut absolument respecter le brief du client et puis avec effectivement des outils d'infographie, avec des conseils de stratégie de com, etc. On déroulait un plan avec lui et là en fait je me suis rendu compte que derrière le micro c'est la même chose. On nous demande de délivrer un message, il faut respecter l'identité du client, notamment je parle de la pub mais c'est valable pour tous les secteurs de la voix. Et en fait, moi, je comprends dans mon métier quand je suis dans ma cabine et que derrière, il y a le DA, l'agence, etc., et qu'on on me parle un langage, en fait, je le comprends. Donc ça m'aide énormément. Alors effectivement, l'outil est complètement différent. Là, on parle de l'outil de la voix, alors qu'avant, j'étais mutique derrière mon écran. Mais néanmoins, c'est vraiment le même exercice. Voilà, le but étant alors c'est pas avec des formes, des couleurs et de mise en page, mais ça va être avec ma voix. Et c'est encore mieux parce que c'est beaucoup plus personnel. Donc, et en plus, on rajoute aussi de l'émotion. Donc, mais c'est un métier qui est finalement pas si éloigné de ce que je faisais avant. Voilà. Comment tu vis le fait que c'est quand même des métiers, que ce soit infographiste ou voix off, où l'IA est très présente? Bon, après, C'est vrai que c'est c'est, présent ouais. dans beaucoup de secteurs d'activité, évidemment, mais c'est vrai que ces deux métiers-là, on est un peu, on va dire, les gens sont un peu inquiets pour l'avenir de ces métiers, quoi. Oui, c'est vrai que j'ai du nez, je vais toujours vers les métiers qui sont menacés. Mais non, c'est vrai que ça m'est arrivé à la fin de mon métier d'infographiste. Bon, j'en fais encore un tout petit peu de temps en temps, mais de me retrouver un peu confrontée à ce sujet-là. Et ce qui m'ennuie le plus, c'est que ça donne l'impression à tous les clients qui viennent vers moi qu'ils pourraient le faire. Et c'est vrai que j'ai du mal quand on vient me voir en me disant, oui, alors on a fait quelque chose, vous allez voir, c'est assez chouette, on est assez content de ce qu'on a fait, mais on voudrait une petite patte pour fignoler. Comme si, en fait, n'importe qui pouvait le faire. Et donc, ça, on a du mal à légitimer un tarif, on a du mal à... Voilà, parce qu'à chaque fois, les gens pensent qu'avec les petits outils sur Internet, on va y arriver. En fait, quand ils font appel à un pro, ils se rendent quand même compte que le résultat, il est nickel, alors que eux, bon, ça, quand ils vont imprimer chez l'imprimeur, ça va mal passer, etc. Moi, je le vis pas très bien pour ça, parce qu'on est sans cesse obligé de se réaffirmer comme étant un professionnel. Et c'est vrai que bon, je pense que c'est la même chose avec je sais pas, un menuisier qui va faire un truc sur mesure et on va pas vouloir le payer pour le temps passé parce qu'on peut trouver une étagère chez Confo qui sera du même prix, qui sera moins cher, je veux dire. Donc, on est tous dans ces métiers-là où il faut, bah, en gros, prouver qu'on est meilleur que l'IA. Donc, bon, aujourd'hui, on peut encore. Est-ce qu'on pourra encore? On en parlera peut-être après. Mais ouais, je trouve que c'est pas facile. Après, ça oblige à un professionnalisme de fou. On est obligé d'être super pro, en fait. Ça nous oblige à de la qualité. On peut pas se permettre de fournir quelque chose qui soit pas digne du tarif qu'on propose. Donc, ouais, moi, ça m'oblige à l'excellence et finalement, c'est pas mal. Tu connais Éric Lebray, De dans nom, l'épisode 1. de nom. Ouais. Ouais, Bah, il est aussi du secteur Mâcon, je crois qu'il est sur Mâcon, donc ouais, il est dans la ouais. région lyonnaise. Et lui, du coup, il avait un passé d'ébéniste. Et il nous disait Ah, aussi ouais, que tu parlais de menuisier. Donc oui. il a un passé d'ébéniste et il disait aussi que l'IA était présente aussi dans ce métier. Moi, je pensais pas, mais Mais je si, bien pense que sûr, dans partout, beaucoup de ouais, secteurs partout. d'activité, ouais, Mm. évidemment. Ouais, bah Puis, en infographie ouais. aussi, mais pour avoir fait des tests, quand même, on est encore un petit peu loin. En fait, ça fait gagner du temps. Moi, je trouve quand même que l'IA, que ce soit en infographie ou en voix, ce qu'on n'a pas envie de faire, ce qui prend du temps et qui est un peu pénible ou pas très intéressant, si c'est fait par l'IA, bah, tant mieux. Mais toutes les études de faisabilité, etc., dans tous ces métiers artisanaux ou en voix, moi, je suis pas très intéressée par certains secteurs et je me dis, bah, si l'IA les prend, c'est pas grave. En revanche, je crois pas trop que l'IA pourra
nous remplacer dans certains métiers, ou alors ça coûtera trop cher de faire travailler l'IA sur ces projets-là, et donc on a encore des choses à faire. Donc je trouve que ça nous pousse à l'excellence et c'est très bien. Voilà. Et ça nous pousse à justement à prouver qu'on est humain, il faut aller chercher des choses en soi. Et ça, je trouve que c'est très positif. Donc, d'une certaine manière, voilà, l'IA est pas que négative. Ce sera une satisfaction. Tu te diras que si tu as réussi des projets à l'avenir, c'est que tu as été meilleur que l'IA. Donc, Oui, alors le but, c'est pas d'être, enfin, j'ai pas envie de prouver pendant 10 ans qu'on est meilleur que l'IA, parce que l'IA, ils sont très bons, et en doublage notamment, ils sont en train de faire des trucs incroyables. Je pense que oui, il y a des choses qui vont être remplacées par l'IA. En revanche, ce qu'on m'avait dit, bah, justement, pour en avoir beaucoup parlé avec le studio Anatole notamment, aujourd'hui, tous ces outils, ils sont gratuits. Ils sont gratuits, donc on utilise l'IA à tort et à travers parce que l'IA se nourrit de tout ce qu'on lui fait faire. Mais il va arriver un moment où bah, cet investissement de l'IA, il va falloir qu'ils récupèrent leurs billes. Et donc, il y a un moment donné où l'IA va être payante. Et en mm, fait, à choisir, c'est à nous de choisir la société qu'on veut. Et est-ce qu'on préfère payer la qualité d'un travail humain, ou est-ce qu'on préfère payer une IA qui va faire aussi bien que nous, parce que l'IA va faire aussi bien que nous dans bien des domaines. Mais est-ce que c'est la société qu'on veut? Moi, je pense qu'à tarif égal, je préférerais toujours payer des hommes parce que le lien est plus sympa, et puis que le travail collaboratif fait émerger la magie dans certains projets que l'IA arrivera peut-être pas à faire. Et puis l'IA, elle est nourrie par nous. Donc si on arrête de travailler, à un moment donné, elle va s'appauvrir. Donc je me dis que il va y avoir une histoire quand même de coût dans tout ça qui va nous sauter aux yeux à un moment donné. Et puis il faudra faire des choix. Mais je pense que oui, on est menacé, soyons très clairs, on est menacé. mais tu restes optimiste quand même. Ah, complètement. Mm, Oui, oui, il le complètement. faut. Et effectivement, parce que, ben, enfin, tous, parce que sinon, mais il n'y a pas que nous, il n'y a pas que les comédiens, hein, Bien tous les sûr. techniciens autour, les DA, tous Mm. ces métiers dans le cinéma, dans la production Non, mais tout audiovisuelle. secteur Ben, il y a- d'activité, de toute manière. Bien sûr. Donc, si jamais si on s'en va tous et qu'on est remplacé par l'IA, bon, bah, donc, il va falloir que nous, on aille faire travailler l'IA, Mm. qui va pas travailler toute seule. Donc, bah, ça veut dire qu'on va tous aller dans le même secteur. Je pense qu'il y a un moment où les choses vont se rééquilibrer. C'est dès qu'il y a un changement, une innovation, on est toujours très déséquilibré, Mm. mais je pense qu'on va retrouver notre équilibre. Ce qu'il faut juste, c'est avoir un souci vraiment d'être excellent, et si ceux qui le sont un peu moins font plus partie du jeu, eh bien, c'est peut-être mieux en fait finalement que les gens qui travaillent bien soient présents, puis ceux qui travaillent un peu moins bien ou un peu à la va-vite, ou à tarif bas, n'existent plus. Bah, ça, c'est pas très grave. Mm. Il faut qu'on travaille l'excellence pour rester bon et pour rester compétitif face à l'IA. Ouais, ce sera peut-être un juste retour des choses, c'est sûr. Oui, peut-être un Mm. rééquilibrage, je dirais en tout cas. Ouais, Ou en voilà, tout cas, c'est mieux dit. ça poussera tout le monde à travailler, en tout cas à Mm. travailler beaucoup. Ouais. Comment tu as vécu ta formation voix? Est-ce que tu as un exercice ou quelque chose qui t'a particulièrement marqué? J'ai très bien vécu. Moi, j'ai vécu des semaines de formation. Je vivais ma meilleure vie. C'était absolument génial. Ce que j'ai bien aimé en formation, c'est le lâcher prise qu'on nous apprend. Je pense que j'avais 15 ans d'expérience professionnelle. On m'avait toujours appris à répondre à des codes, à présenter bien, à être vraiment dans un cadre. Et là, derrière le micro, on a une liberté qui est extraordinaire, que j'ai découvert un peu tardivement. Est-ce que j'aurais pu être aussi à l'aise à 25 ans? Je suis pas tellement sûre, en fait. Je me dis les choses sont souvent bien faites. Et en fait, en formation, on nous a appris à lâcher les chiens. En gros, à oublier qui on était, à rebattre toutes les cartes, et à libérer le chien fou qu'on a en nous, non pas pour faire n'importe quoi, mais pour vraiment oublier le regard de l'autre, etc. Et c'est ça que j'ai adoré en formation, c'est vraiment me libérer de ce que l'autre va penser derrière le micro. Et là où j'ai réussi à avoir des déclics de créativité et de lâcher prise, c'est quand vraiment j'étais dans ma bulle, et le cadre du micro et la cabine nous aident à ça. C'est vraiment quand je me posais plus la question de savoir qu'est-ce qu'ils vont penser de ce que je suis en train de produire derrière le micro, mais où j'étais complètement dans mon personnage, dans mon texte, je déroulais et j'oubliais même où j'étais. Et là, c'est un peu comme sur une scène de théâtre. On a cette sensation de liberté qui est extra. Donc en formation, j'ai adoré ça. Et notamment avec tout le travail sur les personnages qu'on a fait avec Nathalie Cazot, Élise Gamet, où là, pour le coup, on nous demande d'être tellement quelqu'un d'autre que de fait, on
on est obligé de se visualiser très très rapidement. On n'a pas 2 heures pour installer le personnage, mais très rapidement, on doit être une femme de 75 ans, vieille, avec une canne, voilà. Et en 2 secondes, il faut que dans notre voix, ça se sent. Ça, j'ai adoré ces exercices-là. Je trouve que c'est libérant. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis après, cette sensation, à un moment donné, on est derrière le micro, on s'arrête sans arrêt au départ quand on commence la formation. Bah, ils nous arrêtent pour nous corriger, nous dire comment faire, etc. Et il y a un moment dans les formations passant, on passe derrière le micro, on lâche, on enchaîne, on n'est pas interrompu, ça s'arrête et il dit, bah voilà. Et quand on a ce bah voilà, c'est comme si c'était, ça y est, on était arrivé. Et je me souviens d'une séance avec Laurent Pasquier où, sur, je sais plus, c'était un motion design où il m'a pas arrêté du début à la fin et ça faisait 5 minutes, c'était long. Et après, il m'a dit, bah, c'est bon, on y est. Et là, j'ai cette espèce de satisfaction d'être arrivé, d'avoir compris, en fait, juste d'avoir compris ce qu'on attendait de moi. Ça, c'est vraiment Mhm. extrêmement kiffant. Donc, ça, c'était très chouette. Donc, ça, Tu j'ai bien parles du aimé. théâtre, Ouais. et toi, tu as commencé en 2019, tu as cofondé une Ouais, troupe en 2022. ouais, alors ça, c'est Alors, plus récent. qu'est-ce que tu as fait un peu dans le théâtre et comment toi, ça a nourri ton métier de comédienne voix? Ouais, le théâtre, ça faisait longtemps que j'avais envie d'en faire et effectivement, je repoussais oh, par manque de temps ou aussi par anxiété, je sais pas, je repoussais le moment et en fait, oui, j'ai commencé en 2019 par un atelier vraiment de MJC, hein, vraiment un truc très simple où là, j'ai appris vraiment à me tenir sur une scène, à parler, à utiliser ma voix vraiment profondément. On a utilisé tout un tas de textes, enfin, c'était très sympa. Mais au bout de bon, j'ai fait plusieurs années comme ça, avec plus ou moins des gens que je connaissais. Et en fait, il y a un moment donné où bah, j'étais entourée de gens qui venaient au théâtre pour bah, se soigner ou libérer une timidité maladive, tout un tas de choses comme ça. Et là, je me suis rendu compte que moi, j'avais envie de beaucoup plus. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai essayé de trouver des ateliers un peu plus ambitieux. Et puis, c'est là où j'ai rencontré des comédiens qui sont des amis aujourd'hui, avec qui on a décidé en 2022 de fonder une troupe pour jouer et pour pousser un peu plus le jeu. Et aujourd'hui, on a un niveau dont on n'a pas à rougir parce qu'on est tous passionnés. Et donc, ouais, c'est de qualité aujourd'hui. Donc, c'est sympa. On pousse un peu plus que les ateliers théâtre de quartier qui sont très sympas pour démarrer, mais voilà, aujourd'hui, on a vraiment l'impression d'être légitime sur la scène. Donc ça, c'est C'est très une chouette. troupe amateur? C'est une troupe amateur, mais on est plus de la moitié à être professionnel du secteur, enfin, en tout cas, de se servir de ce théâtre pour travailler. Et de fait, il y en a qui ont une très grosse expérience, il y en a qui ont fait des conservatoires, etc. Et donc, on a une metteur en scène qui est professionnelle. Elle, pour le coup, elle travaille à titre pro avec d'autres troupes aussi. Donc, en fait, on travaille comme des pros, mais on est amateur parce que beaucoup ont encore un métier par ailleurs et on n'a pas le temps de travailler à temps plein sur cette troupe. Mais on a beaucoup d'ambition. En tout cas, on aime bien ce qu'on fait et on essaie de pousser un peu. Donc, c'est très sympa. Voilà, Ok. ça s'appelle les petits joueurs. C'est quoi les clés, vite fait, pour monter comme ça une troupe de théâtre? Les clés, les choses à faire. Les choses à faire, oh, c'est pas passionnant en fait, parce que c'est beaucoup d'administratifs. On a la chance d'avoir un président qui est très très fort en tout ça, donc il nous a bien aidés. Il faut monter une association avec un bureau, et puis bah, les contraintes d'une association, c'est tous les ans faire une assemblée générale avec tout un tas de choses légales à faire. C'est pas non plus délirant, hein. Il faut faire bien attention au départ, parce que on a eu, je vous partage une petite anecdote pour éviter les erreurs, si d'autres veulent faire ça. On s'était trompé de code NAF quand on a déclaré notre association. Ouais. Et mais c'était rien, hein, c'était une petite ligne où il y avait, c'est toujours des espèces de libellés un peu compliqués on trouve jamais ce qu'on veut exactement. Ouais, c'est clair. Et donc là, on avait choisi un libellé dans lequel il y avait marqué production de spectacles privés, etc. Et en Mhm. fait, le fait qu'il y ait marqué production, on a été sous un code NAF qui était des sociétés de production, donc avec les impôts qui nous sont tombés dessus, etc. Donc bref, ça a été tout un bazar. Donc bien attention quand vous montez votre association théâtrale, de bien mettre le minimum voilà, c'est juste on joue, mais on produit pas un spectacle, parce que dès lors qu'il y a le mot production, ça Mhm. peut voilà, Mhm. Mhm. poser des problèmes. Ouais, bah Petite. même la création d'entreprise, hein, s'il y en a qui nous Oui, c'est écoutent, ça, ouais. Mm. attention à votre code NAF, ouais. Alors Ouais, à après, chaque ça fois, c'est. va, ils sont sur l'INPI, etc. Ils sont assez à cheval.
sur la Le création, libellé, ouais. sur le libellé, sur la création. Il regarde bien si ça correspond bien, mais ouais, faites attention à ce que vous faites. Et après, la déclaration d'impôt aussi. Oui, c'est Pas ça. Mais pareil. normalement, en tant qu'association, on n'est pas supposé déclarer nos Ouais. impôts. On a zéro Mm. et enfin c'est total parce Oui. qu'on n'est pas Mm. on est Mm. amateur. Et dès lors Ouais. qu'on passerait Mm. sur autre Bah, chose, comme je là, ce parlais de serait la différent. création d'entreprise, ouais, c'est pour ça, Mm. je Ouais, parle tout à parce que fait. des impôts et C'est tout. ouais, Faut faire ça va attention, vite. ouais. L'administratif, on Ouais. adore. Oh, super. Je sais pas si ça va donner envie ce que tu as dit, mais, Ah bah si, ah mais non, c'est bah je vais intéressant aller, à ah non, savoir. je vais aller au bout parce que ça c'est la partie administrative, mais après monter une troupe c'est Oui, extraordinaire. j'imagine. D'année Mm. en année, il se crée une connexion entre nous qui fait on est de plus en plus efficace sur scène, etc. C'est une aventure humaine qui est extraordinaire. Ouais, Je non, c'est regrette pas clair. du tout. C'est que des petites contraintes au Mm. départ auxquelles il faut faire attention, mais non, non, c'est génial, c'est génial. Bah justement, on va parler des rencontres et de cet effet un peu boule de neige. Ouais. Euh, Raconte-nous une rencontre, toi, qui a vraiment fait bouger les lignes pour toi. Et est-ce qu'il y a une personne ou un projet qui t'a servi de tremplin pour ta carrière? Alors, si je commence par les projets qui ont fait tremplin, au début, quand j'ai commencé à travailler, je me suis mis sur des sites en ligne pour répondre à des annonces des offres de casting en ligne. Et il y a un jour, j'ai gagné un budget qui n'était pas un gros budget, mais qui était un joli produit parce que c'était pour un client qui dans l'énergie et la qualité des images et du montage faisait que c'est la première fois que je pouvais récupérer un document qui pouvait me servir de démo qui avait un peu de la gueule parce que avant j'avais des trucs mais j'arrivais pas à récupérer ce que j'avais fait pour les clients, etc. Et donc là, c'est drôle parce qu'à partir du moment où j'ai récupéré cette vidéo et que je l'ai postée, c'est non pas les professionnels que j'ai réussi à convaincre, c'est mon entourage, en fait. Les gens ont enfin compris ce que je faisais avec ce document qui a diffusé sur les réseaux. Alors que quand je le réécoute aujourd'hui, je trouve qu'il n'est pas d'une grande qualité, et le montage est assez moyen. Mais bon, après, ça, c'est notre oreille qui progresse. Et j'ai senti qu'il y avait une espèce de bascule dans la façon dont les gens regardaient mon travail en disant, ah, mais c'est ça en fait, ça sert à ça ton travail. Et donc ça m'a servi un peu de tremplin, même quand j'ai commencé à l'envoyer dans des studios, on commençait à m'écouter un petit peu, on me disait, ah oui, d'accord, donc elle sait, elle a déjà travaillé, etc. Donc ça, c'est un projet qui m'avait bien marqué. Et puis après, dans les projets que j'ai adoré faire, il y a un film que j'ai fait pour une association humanitaire qui s'appelle Medica Hero, qui est l'association que mon papa a montée d'aide humanitaire à Madagascar. Et les images étaient magnifiques et puis le sujet me touchait personnellement. Et donc là, j'ai adoré et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la narration à ce moment-là. Et je me suis dit que c'était un chouette projet. Et puis pareil, ça a diffusé ça aussi. Et c'était sympa comme projet. Et puis j'ai un cousin qui travaille dans la voix off qui est comédien de doublage assez renommé, dont j'ignorais finalement le parcours. C'est un cousin assez éloigné. Et en fait, on s'est retrouvés à ce moment-là et il a été sympa parce que il m'a vraiment mis sur des projets, il m'a dirigé sur des projets dans des studios à Paris, il m'a épaulé, il m'a donné des conseils, etc. Et ça, c'est des rencontres qui nous marquent parce que quand on rencontre quelqu'un qui est du métier et qui a une telle expérience, on se dit, faut pas que je le contacte trop tôt parce que il va se dire, bon, elle est en progression. Donc j'ai attendu pas mal de temps avant de le contacter. Et quand je l'ai contacté, c'est parce que je me sentais légitime. Et je pense que j'ai eu raison parce que au moment où je l'ai contacté, j'avais un niveau suffisant pour qu'il puisse m'aider ou me mettre sur des projets. Si je l'avais contacté avant, je pense que ça aurait été différent. Donc en fait, il y a des tas de moments comme ça où on dit, ah, tu devrais appeler de ma part un tel, etc. Et des tas de gens super sympas qui nous proposent de nous ouvrir des portes. Et souvent, je ne l'ai pas fait tout de suite. Et j'ai pris le temps et je ne regrette pas parce qu'effectivement, je me sentais prête, je me sentais légitime, disponible, avec l'assurance suffisante. Et je me souviens d'avoir passé un casting assez tôt dans un studio. Je suis arrivée, je pétochais, je sortais de formation, j'étais pas encore légitime. Et je me suis rendu compte que j'étais pas du tout libérée derrière le micro. Et ça s'est senti, ils ont été super sympas, ils m'ont dit, travaille encore, c'était il y a 2, 3 ans, ça a participé à me faire progresser, mais je me rends compte que ça m'a quand même un peu, au départ, peut-être un peu grillé d'être allé si tôt. Et donc je me dis, il faut aussi choisir son moment, il y a un moment où il faut y aller. Il y a des formateurs qui m'ont dit, non mais là maintenant, Léonore, il faut y aller en fait. Il faut que tu envoies tes démos, j'osais pas. Je me disais, je suis pas prête, mais il y a un moment, il faut quand même y aller, parce que c'est les rencontres qui font qu'on progresse. C'est les formations et puis tous les gens qu'on rencontre avec qui on discute.
Donc voilà, bah, évidemment, les rencontres avec tous mes formateurs, ça a été à chaque fois une marche supplémentaire dans l'apprentissage qui est extra. Et puis il y a des rencontres il y a des gens avec qui ça passe bien, puis il y a des gens avec qui c'est vraiment un coup de cœur de travail, on travaille super bien ensemble, on aime leur façon de nous enseigner, et ça s'explique pas, et ça s'est fait avec beaucoup de mes professeurs, et c'était très appréciable, très sympa. Donc voilà. Bah, super. Alors toi, Mm. t'es basé où? Ton home studio, il est? Mon home studio, il est à Lyon. Ok. Et Et tu vas ce qui sur est Paris. sympa. Il t'arrive Et d'aller je vais sur sur Paris? Paris, bah, on est à 2 heures de TGV, c'est quand même Oui. idéal. Oui, ça va vite sur Paris. Et ouais, ça va vite sur la journée, je peux très bien le faire. Donc je vais sur Paris. Et bon, je suis pas allée 1000 fois, hein, mais je commence à être appelée, donc ça c'est sympa. Et puis là, je vais y retourner pour faire des formations aussi. Donc ouais, je me balade pas mal. J'essaye quand même de me faire un réseau à Lyon. Ça Ouais. c'est quand même le studio avec lequel je travaille pas mal en ce moment. Effectivement, c'est Anatole, qui est quand même une référence. Dans le domaine notamment du livre Hmm. audio. Donc moi j'aime bien travailler avec eux. Et puis il y en a d'autres qui sont sympas. Oui Média m'a donné ma chance assez rapidement. Il y en a qui sont sympas parce qu'ils ouvrent à des nouveaux talents. Alors que d'autres ont leurs petites habitudes et n'ouvrent pas beaucoup, donc c'est toujours sympa d'arriver dans un studio. Mais enfin, pareil, il faut se sentir légitime à un moment donné et arrêter de s'excuser d'être là. Ouais. Ah, Mais c'est non. le syndrome de l'imposteur. C'est le problème de le Ouais, syndrome de bah l'imposteur. typiquement, ouais, bah, le syndrome de l'imposteur, on l'a tous au départ. Je pense que ça dépend avec qui on est formé. Je pense qu'il y a un moment où on le sent tout seul. J'ai l'impression quand même au départ d'avoir toujours eu besoin de prouver. Je pense qu'il y a un moment où, quand on est choisi en voix, ça je crois que c'est Laurent qui m'avait dit ça, Laurent Pasquier. Quand on est choisi en voix, c'est que la voix qu'ils ont entendue dans nos démos, c'est celle qu'ils veulent. Donc si nos démos, on a triché, là, on peut avoir un sentiment d'être un peu un imposteur. Si nos démos, c'est typiquement ce qu'on sait faire de mieux et ce qu'on arrive à faire, eh bien, il n'y a pas de raison de flipper en arrivant, c'est qu'on a été choisi sur ce qu'on a déjà fait. Donc voilà. Et à partir du moment où je sentais que mes démos étaient vraiment mon niveau, que c'était pas l'enrobage qui faisait que c'était joli, qui vraiment, je me suis dit, quand j'écoutais mes démos, je me dis, bah oui, en fait, c'est ce que j'arrive à produire à chaque fois Hmm. que je me mets derrière le micro, avec plus ou moins de temps, avec plus ou moins de travail, de reprise. Mais voilà, à partir du moment où c'était vraiment mon niveau, alors là, j'ai plus eu de problème. Je me suis dit, bah, j'envoie mes démos et ils aiment pas, ça leur parle ou pas. Mais voilà. Je pense il y a vraiment. Parce que quand on sort de formation, ce qui est sympa, c'est qu'à la fin des formations, ils nous font faire une petite session d'enregistrement enfin, dans des conditions réelles où on va sortir des démos. Alors, ils vont nous donner 30 minutes pour faire un maximum de démos, ce qui, quand on est débutant, très peu, 30 minutes. En revanche, quand on arrive un peu en fin de formation, qu'on a déjà un peu de bouteille, en 30 minutes, on est capable quand même de fournir pas mal de choses. Et on sort avec ces démos qui sont bien montées, avec un bel habillage sonore. Et après, on se dit, bah, elles ont de la gueule, ces démos, je pourrais peut-être les envoyer à des studios. Et en fait, on les a faites dans des conditions en fin de formation, avec des DA qui nous conseillaient, avec des montages qui ont été faits. Et donc, effectivement, quand on arrive après en studio, on peut peut-être se dire, je me sens un peu imposteur. Mais quand on arrive en fin de formation, qu'on en a fait beaucoup, les formateurs nous ont dit, allez-y, c'est bon, il faut se lancer. Je pense que les dernières démos qu'on fait, elles ont vraiment, elles reflètent vraiment le niveau qu'on a. Donc, il faut pas hésiter. Bah après, tu Donc, te rappelles quelque part, si tu sais que, mettons, sur un documentaire, trois quarts des choses, enfin, trois quarts du texte a réussi, ouais. même si on t'a repris pour aller un mot ou une phrase ou deux, tu sais que forcément trois quarts ça a été fait par toi, donc tu peux te souvenir que forcément cette démo, c'est quand même beaucoup de toi, quoi, et que Bah, tu bien peux sûr. l'utiliser. Ouais. Ouais, ouais, exactement. Ça Mais je pense dépend que ça, après si t'as ouais, été c'est. repris quasiment sur tout le texte, là non, effectivement, oui, c'est un peu plus Et je sais pas compliqué. si ça te fait ça, mais moi, souvent, quand je réécoute mes démos du tout début, je me serre les mains comme ça, je me dis, mais c'est pas possible comment j'ai pu envoyer ces démos-là.
Mais en fait, on n'a jamais fini d'apprendre. Et si ça se trouve, ce que je fais aujourd'hui va me Hmm. sembler encore moins bien que ce que je ferai dans quelques temps. Donc en fait, faut accepter de là où on en est. Il faut, voilà, faut continuer de se faire l'oreille. Et j'ai souvent des gens qui se lancent, avec qui j'échange. Je trouve ça hyper sympa de pouvoir témoigner de comment j'en suis arrivée là. Et puis eux, ils sont dans cette démarche-là. Et souvent, ils me disent, mais là, j'ai l'impression ouais, en une formation, ça va le faire, etc. Je les contredis pas. Parce qu'en fait, effectivement, il y a des gens d'abord qui progressent très vite. Et puis en même temps, il y a des moments où il y a un chemin personnel à faire. Au-delà de la technique, au-delà de tout ce qu'on apprend, il y a un chemin de libération personnelle qui doit se faire pour comprendre ce qu'on attend de nous, qui est pas timé en fait. Donc il faut arriver à commencer, se lancer dans un parcours, et puis petit à petit, on fait chacun notre petit chemin et on y arrive. Et je trouve Hmm. que c'est ça qui est beau dans notre métier, c'est que il y a pas une école en 3 ans certifiée, on sort tous, on va chercher du boulot. Non, chacun fait son petit parcours, ses expériences artistiques à droite à gauche, et on arrive tous à un résultat. Et c'est ce qui fait qu'on est tous individuellement différents. Et c'est ça qui est intéressant dans notre métier, je trouve. Il y en a beaucoup qui en parlent, les comédiens voix, de démos qu'ils ont fait 3-4 ans avant, qu'ils ont réécouté Ouais, comme ça, parce qu'ils faisaient du tri sur leur PC ou quoi, et qui se disaient qu'on Oh, prépare. quelle catastrophe! Ouais, c'est ça. Mais c'est pas grave, ça veut dire qu'on a fait Ouais, du chemin, et c'est tant exactement. mieux, c'est tant mieux. Il y en a qui les Non, suppriment, bon, c'est dommage, mais non, non, moi je les garde il juste faut, ouais, ouais, c'est pour, clair. euh, pour toujours, toujours m'en souvenir, savoir par où je suis passée. Est-ce que tu as un souvenir marquant ou drôle, que ce soit en home studio ou chez Anatole? Marquant, oui, je vais te dire, j'avais participé récemment à un documentaire qui s'appelle Jules, qui est toujours sur Canal+, d'ailleurs, qui est un documentaire historique sur Jules César, très bien d'ailleurs. Et on m'avait confié le voice-over d'une des intervenantes italiennes. Bon, voilà. Et en fait, c'était très simple. Alors, déjà, c'était super intimidant parce que avant et après moi, que des super comédiens qui passaient. Donc, j'étais super intimidée et fière. Et puis, j'avais dans les oreilles l'avant, l'après, parce que il y avait une voix narrative et c'était Roche Dizem qui était la voix narrative de ce documentaire. Et donc, j'avais dans les oreilles la voix de Roche Dizem, excusez du peu, donc j'étais un peu intimidée. Et après, il fallait que j'enchaîne. Et alors, ça, c'est un souvenir de vibration maximale parce que je me sentais faisant partie d'un projet génial, etc. Et c'est quand même parfois, on fait des choses qui sont finalement sympas, mais qu'on fait un peu dans notre coin. Et puis on envoie les bandes, et puis après, ils montent ça. Là, j'avais l'impression de faire partie du projet. Ça n'a pas duré très longtemps, mais je trouvais ça hyper sympa. Et je me disais, bah, quand même, tu peux être fier, c'est sympa. Donc voilà, c'est des petits Mhm. trucs comme ça on sent qu'on est en train de vivre un truc qui peut potentiellement être une belle carte de visite pour après. Et puis après, on sort, et puis tout le monde dit, ouais, super, machin, comme si. Voilà, donc moi, j'ai trouvé que c'était une expérience pro hyper intéressante et puis qui m'a bien fait vibrer. Je me suis dit, je suis vraiment au bon endroit et je suis vraiment bien contente d'avoir changé de métier. Et non, c'était super. Et puis, quand on parlait de légitimité tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est quand on se rend compte que dans ce genre de projet, on fait pas perdre 2 heures à tout le monde, qu'on répond à ce qu'on nous a demandé, que finalement, quand on arrive à se détendre, ça passe. Ben, on se dit, en fait, il n'y a plus de problème de légitimité. Effectivement, personne ne connaît mon nom, personne ne sait qui je suis, mais c'est pas grave. Je fais le job que d'autres personnes connues font très bien et encore mieux peut-être, mais en tout cas, on me met à côté et c'est pas un problème. Je pense que ça, c'est ce type d'expérience mis bout à bout qui fait qu'un jour, on peut baisser un peu la garde et se dire, en fait, Mhm. vas-y, lâche tout. Et c'est d'ailleurs quand on arrive à lâcher qu'on est totalement meilleur. En fait, moi, je me rends compte que les moments où j'étais moyenne, c'est parce que j'étais tendue, je me sentais pas à ma place. Donc, le conseil principal qu'on m'ait donné, et que je transmets, c'est vraiment de se dire à un moment donné, si on est là, c'est on a été choisi pour être là. Donc, allons-y et puis faisons. Ça, je pense que c'est un long travail quand même pour arriver à se sentir libre de ce point Mhm. de vue. Mais C'est c'est génial ces tellement projets, sympa. ça doit te valoriser, doit te sentir valorisé, tu prends ton pied de fou et
Et Mais ça ouais, te mais donne c'est envie comme d'en faire tout. d'autres, quoi. Bah, bien sûr, mais on est tous pareils, Ça hein. porte, hein, ouais. Quand on prend je sais pas, pour faire notre jardin, on fait venir quelqu'un qui a bossé chez un voisin, on a trouvé que c'était canon, bah on le fait venir et on se dit c'est bon, il sait faire. Là, c'est pareil, quand on voit qu'on est capable de faire certains projets, je pense que ça rassure les studios ou autres. Ils se disent bon, bah c'est bon, elle a bossé là, elle sait bosser. En fait, c'est juste ça dont on a besoin parfois, je les comprends en même temps, ils peuvent pas faire venir n'importe qui parce que c'est du temps, parce que c'est de l'argent. Donc, ils ont besoin aussi de petites preuves. Mais c'est vrai qu'au départ, j'avais un petit peu cette sensation d'être l'étudiant qui a terminé ses études et à qui on dit, bah, du coup, vous avez de l'expérience. C'est dur, c'est ce passage, parce qu'il faut arriver à choper des toutes petites expériences. Et en fait, ça commence par une petite chose qui a un peu de la gueule, qui fait qu'un studio va nous confier un projet qui a de la gueule, mais qui en plus est une marque un peu renommée. Et puis en fait, ça fait boule de neige. Et je me rends compte que c'est une expérience après l'autre qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pu prétendre à certains projets qui avaient pas plus d'intérêt, parce qu'à chaque fois qu'on fait un projet, on y met le même cœur, je pense. Mais en tout cas, que c'est voilà, une belle carte de visite pour après, en fait, ça. Mais je pense que c'est un parcours. Et donc, à chaque fois que je faisais quelque chose, je me disais, allez, un de plus, un truc en plus. Ah, puis ça, c'est super intéressant. Et puis, en plus, un tel m'a contacté, du coup, on va pouvoir avancer. Enfin, c'est vraiment un petit chemin, mais je pense que c'est pour tous les pros pareil. Mais quand on regarde un peu en arrière, c'est sympa Il y a une de vraie voir tout ce crise de qu'on a la déjà fait. quarantaine, je crois, en voix off, hein. Tu sais, je pense Beaucoup. il y a aussi qu'à notre âge, enfin à cet âge-là, on sait un peu plus qui on est et on a un peu moins besoin de prouver quoi que ce soit. On a plus envie de Mm. faire ce qu'on est profondément, en fait. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'à cet âge-là, ça s'affirme. Mais bon, après, on en connaît qui sont toutes jeunes et qui sont Et des excellentes aussi, bien voix. sûr, bien Bien sûr. sûr. Donc, en fait, c'est plus que je me dis. Je pense que me concernant en tout cas, c'est peut-être aussi parce que j'étais pas dans un monde artistique au départ et que j'ai pas entendu toute mon enfance dire que ces métiers-là c'était des métiers d'avenir. J'avais pas du tout d'environnement fermé sur le sujet, pas du Mm. tout. Mais je pense qu'en fait, c'est des barrières internes. Je me suis dit, bah oui, c'est pas un métier pour moi. Et je pense que il faut arriver à cet âge-là pour reprendre cette liberté. C'est peut-être un peu différent quand on a toujours évolué dans un monde artistique, etc. Là, on se dit, bah ouais, ça peut être ma place. C'était pas mon cas. Donc, effectivement, je pense il y a ça aussi. Il y a bah, puis on se connaît, on sait qui on est, on connaît nos besoins. C'est un parcours classique, je pense, mais crise de la quarantaine, c'est dans tous les domaines. Donc je pense que c'est normal. Dans tes projets actuels, Ouais. alors tu fais du livre audio, série audio, la réalité virtuelle médicale. Ouais, ça c'est super Euh, intéressant. ouais, Ouais. alors je connaissais pas trop ça, réalité virtuelle. Ouais, mais c'est Tu vas un. nous en dire un peu plus. Comment tu jongles avec ces univers si variés? Est-ce qu'il y a des projets que tu fais plus que d'autres? Est-ce que tu fais plus de pubs que de documentaires? Bah, il y a une époque où j'ai fait, enfin, il y a pas très longtemps, plutôt l'année dernière, j'ai fait pas mal de pubs parce que bah, une rencontre, puis une deuxième, etc. Des gens qui m'ont fait travailler. Donc ça, j'en ai fait pas mal à un moment. Et puis en fait, le livre audio, ça a été c'est suite à une dernière formation que j'ai fait où là, vraiment, je me suis dit, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc, et puis c'est en fait en rentrant au studio Anatole où là, vraiment, j'ai vu qu'il y avait un besoin et j'ai surtout senti que c'était un domaine de la voix off qui était en expansion, ce qui est quand même pas le cas pour beaucoup de choses. Et le livre audio est quand même en boom. Enfin, on en fait de plus en plus. Et puis, je sais pas si c'est parce que je me dis que l'IA, avant qu'elle puisse faire un livre audio entier qui soit agréable à écouter, il faut falloir quand même que ça bosse beaucoup. J'en ai écouté certaines aujourd'hui, on n'est quand même pas encore bien au point. Donc je sais pas, je me suis dit que c'était. Après, on est venu me chercher aussi, donc je me suis dit bah, peut-être que c'est un domaine dans lequel je me débrouille pas trop mal. Ce que j'aime bien dans le livre audio, c'est qu'en fait, on fait tout. On fait à la fois, il y a des parties narratives qui sont vraiment du récit, mais si on fait un récit où on n'est pas vraiment dedans, où on est juste en train de lire, c'est à écouter sur 1000 pages, c'est quand même hyper difficile. Hmm. Donc il y a une nécessité de vraiment rester dedans sur la longueur. Je trouve pas que ce soit un exercice très facile finalement. Et puis il y a toute l'interprétation de tous les personnages. Là, je sors d'un livre où il y avait 25 personnages différents garçons, filles, etc., et qui étaient là parfois tous dans la pièce, parce que c'était un thriller, donc il y avait une enquête, on réunissait tous les protagonistes en même temps.
Et ben, il fallait, dans la même page, faire 10 personnages différents. Il fallait qu'on le sente. Mais ça, je trouve ça passionnant à faire. Et donc, c'est pour ça que le livre audio, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. C'est pas le plus lucratif, hein, quand même, hein, le livre audio. À la moyenne du mot, on n'est quand même pas dans l'activité la plus lucrative. Mais je trouve ça vraiment passionnant. Et puis, je repense à ta question. Tu me disais, oui, la La réalité réalité virtuelle. virtuelle. Oui, la réalité virtuelle. Alors, en fait, c'est toujours la même chose. C'est que l'outil, enfin, le support est différent, c'est-à-dire que le résultat final n'est pas le même. Là, on a une image sur laquelle parfois on s'appuie. On a, en fait, typiquement ce que j'avais fait là enfin, ce que je fais de temps en temps pour cette agence-là, ils font en fait des petits films en réalité virtuelle pour des médecins, pour que les médecins comprennent eux-mêmes la pathologie qu'ils sont en train de soigner. Parce que parfois, quand on est patient, on a du mal à exprimer ce qu'on ressent, les symptômes, qu'est-ce que ça fait un Mhm. symptôme, etc. Et pour que les médecins comprennent bien, ils font des petits films où là, justement, c'était pour la myasthénie, qui est une maladie. Et donc, en fait, il fallait que je fasse la voix de la patiente qui est typiquement dans un supermarché, dans sa voiture, en train de parler avec son date du moment, voilà. Et elle exprime dans sa tête des pensées. Elle parle avec la personne. Donc en fait, il y avait plein de choses à faire et c'était pareil que du livre audio ou de la fiction. Il fallait vraiment être à la place de la dame pour que dans le casque de réalité virtuelle, la personne ait l'impression que on lui parle en direct. Donc c'est vraiment un jeu de comédien. Ça, c'était hyper intéressant à faire. J'ai bien aimé. Et je l'ai fait plusieurs fois pour eux. C'est vraiment sympa. Mais ça, typiquement, c'est un domaine dans lequel peut-être l'IA va nous remplacer. Mais je trouve que il y a tellement besoin d'humains pour aller contrecarrer le côté un peu virtuel de l'image que c'est quand même super sympa de faire appel à des vrais comédiens humains pour Ah, ce genre c'est de choses. clair. Ouais, ouais. Ouais, donc très sympa. Non, c'est un chouette projet, ça. Comment tu te prépares à une session d'enregistrement? Est-ce que tu Ouais. as des habitudes? Comment tu gères un petit peu ton quotidien, toi? Eh ben, déjà, il y a la partie vocale, tout simplement, avant d'aller en session, que ce soit de mon home studio ou là-bas, en studio. Je me fais toujours, enfin, j'arrive toujours là-bas, ma voix prête. Là, j'ai une voix du matin qui peut être un peu éraillée. Donc, en général, en formation, on apprend pas mal de choses. J'ai fait pas mal de choses avec Nathalie Cazot, avec Dani Benedito aussi aux Escales Buissonnières. Elle nous avait donné plein de petits tips. Pascal Jiménez aussi nous avait donné plein de petits tips pour préparer sa voix. Et en formation, on fait dans les premières formations, on a des orthophonistes qui viennent nous parler, un phoniatre qui est bien connu à Lyon, qui nous fait en fait, qui nous explique comment ça fonctionne pour qu'on comprenne bien qu'est-ce qui se passe réellement entre nos cordes vocales, pourquoi ça sonne comme ça, tous les résonateurs, etc. Et donc on apprend des petits exercices d'échauffement, on fait des virelangues, on prononce des mots difficiles, voilà, on fait. Souvent, en général, avant de partir, je fais des exercices de voix, donc avec tout un tas de choses. Et puis aussi, je lis une page de n'importe quoi, un journal à voix haute pour vraiment me faire la diction nickel avant d'y aller, pour que quand on arrive en session, que j'ai ça en moins comme souci de me dire, oh là là, il va y avoir des bruits de bouche, voilà, que tout soit nickel. Hmm. Et puis, si j'ai des tocs, oui, c'est de boire. En session, j'ai toujours même de l'eau et Ouais, je la bois. petite gourde. Ouais, tout le temps, ça c'est sûr. Et puis Mais il parfois faut, même un hein. peu trop. Hmm. Il faut, Hmm. mais en fait, il faut pas boire un litre d'eau, quoi. Il faut Non, ah juste boire non, une non, gorgée non. d'eau. Et effectivement, Hmm. ça c'est vrai que c'est un petit toc. Et puis, non, souvent j'essaie de pas caler deux choses à faire trop. Enfin, vraiment de prendre le temps avant, d'avoir vraiment une Ouais. demi-heure avant, ce que j'ai absolument pas fait aujourd'hui. Et en fait, ça permet quand même de faire redescendre. Enfin, quand on arrive, qu'on a un peu couru, etc., je trouve quand même que c'est pas idéal. Donc, d'arriver, d'avoir Non, le ouais. temps, même d'arriver un tout petit peu en avance, d'avoir le temps de rencontrer les gens, de papoter avec le client, le studio, le DA, tout ça, c'est quand Ouais, même. ça te met en bonne condition, ouais, c'est clair. Ouais, et Hmm. puis en fait, je trouve que dans ce milieu, je sais pas ce que tu en penseras, mais il y a une bienveillance. Enfin, moi, je suis Oui. jamais tombée sur quelqu'un qui voulait me casser. Enfin, en fait, on m'avait expliqué ça et c'est totalement vrai. Le but de tout le monde, quand on va dans un studio ou quand on participe à un projet, le but commun de tout le monde, c'est qu'au final, le produit fini, il soit parfait, il soit super. Donc, on travaille tous vers la même chose. Donc, en fait, il y a personne qui a envie que tu te plantes. Donc, ça, j'essaie de me garder ça en tête quand souvent, je sais pas, il y a un petit enjeu où il y a des gens qui pourraient m'intimider ou me mettre la pression. Je me dis, en fait, on veut tous aller au même résultat. Eux, ils veulent que j'y arrive, donc ils vont pas me stresser. Et en général, les gens qui pourraient nous stresser, c'est un bien grand mot, c'est peut-être
le client qui, Client, ou ouf. l'agence qui va les titiller, qui va pas se rendre compte de ce que ça représente. C'est ça qui peut être intimidant. Ou le stagiaire aussi de l'agence, souvent, qu'on fait venir et puis à qui on demande s'il a un avis. Bon, ça, c'est le genre de truc, ça peut bouleverser parfois le cours de la session. Non, non, mais c'est pour rigoler, mais c'est parfois des petites choses comme ça. Mais en fait, quand on se remet dans condition et on se dit, en fait, on veut tous que ça marche, l'ingé son, le DA, ils veulent tous que ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de raison de stresser et de voilà. Et en général, ça fait redescendre un peu la pression. Tu parlais de la frustration sur le fait que pour toi, tu exerces une profession où la majorité des gens ont l'impression que c'est facile et qu'ils peuvent le faire eux-mêmes. On ne veut Ouais. pas le payer pour ça. Ouais, bah, parle-nous de ton ressenti sur ça. Bah, c'est vrai que il y a beaucoup de métiers où on appelle les gens en disant ah, tu pourrais pas me faire ça. Ah, tu pourrais pas rapido me faire ça. Mais il n'y passe pas trop de temps surtout. Et moi, c'est vrai que ce soit dans les amis ou que ce soit. Voilà, les gens sont hyper mignons parce qu'ils en abusent pas du tout. Mais c'est vrai que très souvent, on est une profession où on a l'impression qu'on va pouvoir faire hyper facile, hyper rapide, que ça va rien coûter. Donc, soit on nous le demande gratuitement comme ça entre deux, soit on n'est pas trop prêt à payer. En général, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir qui me font une demande en me disant, ah, j'ai vu que tu faisais ça, est-ce que tu pourrais nous faire ça? Et en fait, je trouve que c'est pas que j'ai envie d'être payée à chaque fois, mais à la limite, je préfère faire des démarches bénévoles parce que je l'ai choisi, parce que j'ai envie de soutenir telle ou telle cause, etc. Donc, je vais faire le projet gratuitement. Mais dès lors qu'on est payé et que les gens rechignent à payer ou qu'ils disent ah non, 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 ou qui nous proposent 50 euros pour faire un institutionnel de 10 minutes, je vais dire, mais enfin, est-ce que vous réalisez le temps qu'on y passe, ce que ça représente, qu'il Mhm. y a les droits sur les voix, etc. Je trouve que, et dans le graphisme, c'était la même chose. Les gens sont pas prêts à payer parce que ils ont des petits outils qui leur permettent de le faire. Donc, effectivement, c'est frustrant parce qu'on a toujours besoin de rappeler que c'est un travail, parce que pour beaucoup, c'est un amusement. J'ai pu le penser, moi, sur certains domaines d'activité hein, avant, mais quand je vois le travail que ça représente en formation, et puis en travail individuel, et puis même quand on me confie une mission, je trouve quand même que c'est un vrai boulot. Et donc, les gens s'en rendent compte dès lors qu'ils ont mis un pied dedans. Mais avant, ils ont du mal à s'en rendre compte. Et l'arrivée de Canva, notamment, qui est un logiciel de création graphique en ligne, euh, a vraiment fait rechigner pas mal de gens à payer. Mais en fait, à chaque fois qu'ils commençaient leur truc sur Canva, ils étaient très fiers. Ils me disaient, ah, t'as vu, regarde, j'ai fait tout seul, j'ai fait ton métier, etc. Et en fait, c'était pas cadré, c'était moche, le QR code était trop petit, il y avait une découpe qui... Enfin, voilà. Moi, je Oui, il y a voyais des tous les codes, ouais, défauts. ouais, il y a des codes Il y a des techniques, en ouais. fait, bah, bien Voilà, sûr, il y a des choses infographie, à ouais. savoir et Mm. en voix, c'est pareil. On fait pas n'importe quoi dans n'importe quel domaine. Et ben, c'est vrai que c'est frustrant. Mais après, je me dis, s'ils voient pas que c'est du boulot, ça veut dire que c'est bien fait. Donc, quand on voit des flyers qui circulent, qui sont pas très beaux ou qui ont pas une efficacité incroyable, je me dis, bon, bah voilà, c'est que ça marche pas. Et pareil, quand on écoute des pubs radio locales, il y en a Oui. qui sont excellentes. Et puis, il y en a, on sent qu'il n'y a pas de budget et que ça a été fait en 3 secondes par peut-être soit quelqu'un qui a pas d'expérience ou autre. Bon, après, c'est pas grave, c'est de la pub locale et ça... Mais il y a des pubs locales qui sont Euh, super. Donc, je me dis, il le y a quand problème même des des pros tarifs, derrière. hein, dans les pubs Bah ouais. locales, surtout. Quand je vois qu'on me paye, enfin, qu'on me propose 15 euros pour C'est ça. une pub de 30 secondes en radio, je me dis, bon, 10 euros. 8, ouais, 8 des fois, 8 ouais. ou 10 Non, mais euros. tu te rends compte, Mm. c'est... Alors, moi, je l'ai fait un temps parce que c'était de C'était un l'expérience. bon En fait, entraînement. bah Mm. voilà, quitte à travailler chez moi, je me dis, bon, bah, si en plus ça peut être diffusé, bah, tant mieux. Mais je le faisais pas pour gagner de l'argent, hein, c'était... Mm. Mais je trouve que c'est un vrai sujet. C'est un vrai Ouais. sujet et bon, bah, si ces tarifs-là peuvent être remplacés par l'IA, et bah, allons-y. Comme Mais ça, tu j'en fais bien de travaillerai. souligner tout ça. C'est vrai que Mm. beaucoup de gens pensent que voilà, on peut le faire Facilement. gratuitement Mm. et Mm. facilement et qu'ils se rendent pas compte qu'ils associent pas ça à un métier, quoi. Ouais, un C'est travail. terrible. Mais tout comme certains comédiens de théâtre peuvent être traités de saltimbanques. Toi, de toute façon, tu passes ta vie à jouer. Oui, enfin, c'est du travail, en fait, tout ça. Donc, effectivement, ça peut être un peu. Bon, voilà. Moi, j'ai pas trop de problème avec ça, mais j'ai pu être frustrée d'avoir toujours cette image-là. Mais après, les gens voient bien quand on travaille, c'est de qualité. Et donc, voilà, il faut arriver à se dire, bah, on continue de faire son boulot. Et Ouais, t'as puis, toujours des gens qui vont mm, penser que c'est un vrai métier et que mm. voilà, il y a beaucoup de sacrifices, d'investissements. Bah ouais. Et puis de Puis, l'autre, tu voilà, connais ça? t'as des envieux, des.
des aussi. jaloux, des gens qui vont Mm. penser qu'on a réussi comme ça, alors que bah non. Bah non, pas, Et pas comme ça, effectivement. des fois, on a réussi à poser notre voix sur un projet, mais c'est parce qu'on a travaillé pendant 4 ans pour pouvoir faire ce projet-là. Mais c'est vrai que j'avais souvent C'est... ça au départ. Tu sais, des gens qui m'avaient qui m'avaient entendu parler de ma formation et qui disaient, bah alors du coup, tu fais quoi? Tu fais des pubs pour quoi du coup? J'ai Hmm, envie de dire, attendez, je sors de ma première formation, donc là, je vais travailler. Enfin, ça prend un temps. Ouais, c'est un long temps quand même. Et hmm, après, hmm. il y a un petit coup de chance. À des moments, il y a des trucs qui tombent du ciel. On se dit, oh, ça tombe au bon moment, c'est super. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent, ah oui, tu travailles pour quelle marque? T'es la voix de qui? Tu doubles qui? J'ai envie de dire, mais Oui, tout de suite, c'est. ils associent ça, alors que il y en a qui font du Ouais. e-learning, l'institutionnel, t'as des comédiens voix, on les entend quasiment peu, parce que c'est Bah sur des oui, tout à projets fait. où, Mm. qui sont pour des mutuelles, pour des entreprises, Ouais. etc. C'est assez fermé, donc pas Alors qu'ils travaillent à plein disponible. temps. Ouais, Ouais, ils voilà. travaillent. Ouais, Mm, tout à fait. Ouais, ouais, non, mais c'est pour ça. mm. Mais c'est sympa d'en parler. Et je trouve que globalement, je râle un peu là, mais je trouve que quand même tous les gens sont hyper intéressés par notre métier. Mais Et à chaque fois, c'est sympa quand même. On a un mm, métier mm. qui est... Les gens, ça les intéresse d'en entendre parler. Quand on dit qu'est-ce que tu fais comme boulot, bon, bah, il y en a un qui parle il vit, enfin, il travaille à la banque. Après, toi, tu passes et tu dis que tu es voix off. Bon, bah, bizarrement, on va plus te poser de questions à toi qu'au type qui est derrière son guichet, alors qu'il travaille tout aussi bien. que... Mais tu vois, Et je me dis, c'est quand même il y a beaucoup sympa. de clichés dans beaucoup de métiers. Et je sais pas si tu te rappelles de la pub de McDonald's un jour où il y avait une interaction entre deux personnes. Et il y en a qui Ouais, disait, je travaille chez McDonald's. Et l'autre, il disait, ah bah tu fais des frites alors. Tu vois? ouais. Et bah, Ouais, bah, c'est tout à voix fait off, c'est ça. pareil, Ouais, tu vois. Là, tu fais de la ouais, voix off, bah t'es la voix de qui? Ou ouais, alors, ah bah c'est tiens, t'es ça. banquier, bah toi, t'aimes bien refuser les crédits. Ça, tu parles de Ouais, c'est banquier. ça. Non, mais Ah, c'est tu vois, on des a toujours un stéréotypes cliché métiers. par Ouais. métier, stéréotype, ouais. Mm. Ouais, ouais, mais bon, je trouve quand même qu'on a un métier qui est un métier passion et qui, du coup, est toujours intéressant pour les gens qui connaissent pas parce qu'il y a l'envers du décor qui est quand même rigolo. Et voilà, donc moi, j'aime bien en parler. Je trouve ça sympa et les gens sont super curieux et sympas. C'est plus que, voilà, Mhm. quand on veut te faire travailler, on considère pas toujours que c'est un boulot, quoi. Donc C'est voilà. ça. Donc c'est une petite frustration. Bon, bah, on arrive à la fin de l'émission, là. Je vais Mm. juste demander ton futur, toi, et tes envies. Ouais. Quel format tu rêves, toi, d'explorer? Est-ce que tu as un fantasme ou quoi? Que ce soit de la fiction audio, du multilingue? Est-ce que tu fais des projets aussi en multilingue ou que français? Alors j'ai fait non j'ai pas en fait j'ai pas je suis pas native anglais ou autre donc Mhm. je peux pas y prétendre. En revanche je fais des baselines en anglais parce que c'est court et que on peut donner une illusion. Et en fait là j'avais fait un projet justement où ils cherchaient c'était pour Ungaro, ils cherchaient quelqu'un qui avait en anglais un accent français. Donc là ça passe. Et donc ils cherchaient voilà une baseline à la française pour un parfum pour voilà à mon avis pour communiquer le chic français avec le petit accent français dans la voix. Donc là, ça passe, mais c'est totalement anecdotique et je ne communique pas du tout sur l'anglais parce que j'ai pas le niveau pour ça. T'aurais Mais c'est envie toujours ou... sympa. Je sais pas, parce que je trouve que c'est aussi. Enfin, je trouve que quand on est natif anglais, oui, il faut y aller. Et j'en connais qui parlent très bien anglais et qui font de l'anglais, c'est super. Après, moi, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Non. Si j'avais l'occasion de me former à l'anglais plus avant pour avoir des projets, oui. Mais je pense quand même, quand ils cherchent des voix anglaises, ils cherchent des gens qui sont natifs anglais. Eh ben, pas Il est assez toujours. rare. Ah oui, c'est vrai. Eh T'as ouais, pas entendu parler toujours. Bah, tu de. vois, Ah, tu m'apprends un dans truc. la liste des comédiens, comédiennes, justement, de la saison 1, il y en a une Ouais, qui est pas native, mais qui s'intéresse pas mal aux langues. ouais. Euh, et elle a fait un projet dans une autre langue. Et Ah, super. elle n'était pas du tout native. Et elle s'est intéressée, en fait. Elle a écouté des podcasts. Elle a aussi écouté un petit peu l'histoire du pays, parce que tu t'adresses Mm. pas pareil à un Français qu'à un Russe, ou Bien à un sûr, ouais. anglais, ou à un Ouais. espagnol, ou à un italien. Enfin, Ouais, bref. donc tu as toute la culture autour. Et t'as toute la culture autour. Et voilà, donc elle s'est intéressée à la culture du pays, elle s'est intéressée, elle a écouté beaucoup de podcasts, etc. Elle s'est intéressée à la langue et elle a fait un projet comme ça et elle a été prise, quoi, alors qu'elle n'était pas Ah, c'est native du tout. sympa. Mais ça, en Et comme voice-over, on le demande ouais, ouais, aussi, de s'intéresser oui, au pays. Quand on double un italien, un allemand, on va peut-être pas le mettre la même musique dans la voix. Donc ouais, on ouais. s'y intéresse aussi, c'est sympa. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, pas de souci. Mais donc non, pas forcément besoin d'être natif, si ça peut aider, ça c'est sûr, mais pas forcément Ouais. besoin, quoi. Donc Ouais, comme il y moi, a pas j'y mal ai de pas projets vraiment réfléchi, ouais. comme il y a pas mal de projets en anglais, quand même, ça peut être aussi voilà, une valeur ajoutée. Bon, bah, je vais aller faire de Et l'anglais alors. t'as non un Non, des fantasme, un projets. rêve?
Oui, moi, au départ, je m'étais un peu cloisonnée en me disant le doublage, on m'avait dit, sera la dernière, enfin le premier domaine qui va être effacé par l'IA. Donc je m'étais dit le doublage, c'est vraiment pas le lieu où je vais aller en premier parce que c'est pas là où je vais trouver du travail. Et en fait, plus ça va, plus je me dis en fait, s'il reste quelques petites années de doublage accessibles, même si j'en ai fait deux, trois, ça sera super. Et l'autre jour, effectivement, après un livre audio dans un studio, on m'a dit, mais tu fais pas de doublage, ça serait bien que tu fasses du doublage, etc. Donc ça m'a fait un petit peu réouvrir le sujet. Je me suis dit, en fait, s'il y a des demandes et tout, il faudrait peut-être que je le fasse. Et puis en fait, c'est vraiment ouais, un grand rêve pour le coup de doubler une comédienne dans un film. Moi, c'est vraiment un truc qui me plairait beaucoup. Mm. Et donc je vais me former, parce qu'on m'a dit, viens faire des essais, mais j'avais tellement peur de me griller, justement, comme ce dont on parlait tout à l'heure. Je me suis dit, si je veux faire du doublage et que je veux y prétendre, il faut que je sois prête. Et donc j'avais fait, en formation, on avait fait une journée sur du doublage. Donc je connais la bande rythmo, tout ça, mais j'ai pas poussé le truc. Et donc là, je vais commencer fin juillet là, une formation chez Rhinocéros à Paris pour le doublage. Et pour le coup, là, ça va me permettre d'arriver en séance d'essai complètement prête. Et voilà, même si je pense qu'on n'est jamais prêt, il faut s'exercer énormément et c'est l'expérience qui fait qu'on joue. Mais ouais, le Mm. doublage, c'est vraiment un truc que j'ai en tête depuis longtemps, mais je me sentais pas légitime. Mais là, maintenant, je me dis, avec une formation, le jeu, ta palette de jeux, tu la connais plus, tu sais les voies vers lesquelles tu as envie d'aller, etc. Et puis voilà, puis l'émotion, enfin le travail de l'émotion, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Enfin, c'est là où je me sens le plus libre. J'ai fait un podcast, enfin plusieurs podcasts d'ailleurs, notamment pour Juliette Dargan qui fait des podcasts dans un univers complètement différent que je connaissais pas sur le surnaturel, mais où elle fait vraiment des fictions audio où des personnages jouent souvent la peur, du coup, l'émotion, le stress ou même voilà des moments plus doux. Et j'ai adoré ça, j'ai adoré aller me mettre dans un personnage et vraiment hurler, enfin vraiment pousser loin l'émotion. Et c'est un exercice que j'adore faire. Donc je me dis, en doublage, on nous en demande tellement, on nous en demande tellement de libérer les chiens que je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui va me plaire. Donc j'ai hâte de commencer à en faire. Donc c'est mon prochain step. On verra si ça marche. Voilà. Eh ben, on te le souhaite en tout cas. Ah, t'es sympa. Eh ben, Voilà. merci Léonore d'avoir répondu à toutes Mais ces c'était un questions, plaisir. pour cet C'était un échange. plaisir d'échanger Ouais, avec toi. Ouais, c'était chouette. c'est Et puis clair. bravo, bravo encore de nous mettre en valeur, en tout cas de faire parler de nos métiers. C'est vraiment tellement agréable que tu fasses ce boulot pour nous. Eh ben, Donc merci, merci à toi. Ouais, c'est c'est très gentil. sympa. Bon, bah écoute, je te souhaite une bonne journée. Et ben toi aussi. À très bientôt Merci, et puis à merci bientôt. encore. Au revoir Ouais, Alexis. ciao. Ciao. Merci d'avoir suivi cette émission et on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao! À bientôt avec Alexis pour de nouveaux podcasts. À suivre prochainement un nouvel épisode de Voilà la voix présenté par Alexis.